comme c'est parti, de toute façon, le mouvement, il va continuer. On a le sentiment d'avoir été méprisé. 49.3, c'est au passage en force aussi qui peut énerver aussi tous les Français. Il y a une très forte colère qui s'amplifie de jour en jour. On est très déterminés. L'espoir il est encore là et en fait s'il n'est pas dans la rue, il est où en fait? Émission spéciale sur BFM TV, nous vivons le moment de vérité pour la réforme des retraites. Le gouvernement peut-il éviter le passage en force de cette réforme maintenant qu'un compromis a été trouvé? Ça se joue ce soir à l'Elysée. D'ailleurs, nous serons en direct dans un instant. Une réunion commence tout juste. Emmanuel Macron a convoqué Elisabeth Borne et les ministres concernés. Autre question, autre moment de vérité. Quelle sera la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites après la 8e journée de mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui, qui était beaucoup moins suivie que mardi dernier? Est-ce que les syndicats ont perdu leur pari? Ce sera l'autre question qu'on se posera ce soir. Pour tout vous dire, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, devait être avec nous ce soir. Évidemment, il est retenu en ce moment à l'Elysée. On ne désespère pas de l'avoir pendant l'émission. Peut-être qu'il nous dira ce que donne cette réunion. Je vous le disais, elle est importante puisque le président, en gros, va décider ce soir de l'utilisation, oui ou non, du 49.3. Je vois Benjamin Duhamel qui fait ça avec la tête. Mais il nous en dira un peu plus dans un instant, Benjamin. Il tient ses comptes. Vous nous direz où on en est ce soir. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir Anne-Charlotte Bézina. Bonsoir, Mickaël Zemmour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Amandine Atalaya. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Gaëtan Mélin. Oui, ça fait du monde. Je pense que vous aurez tous le temps de parler. Enfin, je l'espère. Il faudra se battre ce soir. Allons d'abord à l'Élysée retrouver Anthony Lebos. Bonsoir Anthony. Réunion en cours présidée par Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne. Tous les ministres qui sont concernés par la réforme des retraites. Voilà, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. C'est en ce moment, Anthony, que se décide l'utilisation ou non du 49.3 ? À vrai dire, on ne sait pas encore si cette réunion a commencé. On n'a pas encore vu, Aurélie, les cortèges des voitures des ministres. Peut-être sont-ils arrivés par une autre rue. En tout cas, c'est vrai, l'objectif de cette réunion, selon l'entourage du président de la République, c'est, je cite, de sécuriser une majorité de vote. En clair, l'exécutif, ce soir, vous l'avez répété, le président de la République, la première ministre et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Franck Riester, le ministre en charge des relations avec le Parlement, ils vont faire des mathématiques, ils vont faire l'inventaire des parlementaires qui vont voter cette réforme des retraites, alors que l'on voit juste derrière moi un premier cortège, une première voiture de police qui va certainement rejoindre l'Élysée. On ne sait pas encore si c'est un ministre. Non, visiblement non. Voilà, l'objectif de cette réunion, évidemment, c'est de sécuriser une majorité de vote. Après un compromis trouvé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, après cette commission mixte paritaire, place aussi à l'épreuve du feu. Demain, avec le vote, il y aura 2 votes demain. D'abord au Sénat, le matin, ça devrait passer sans grand suspense, mais c'est l'après-midi que ça se complique à l'Assemblée nationale, là où c'est plus incertain. Est-ce que l'exécutif trouvera une majorité pour faire passer cette réforme, ou bien devra-t-il utiliser cet article 49.3 pour passer en force au risque de tendre la mobilisation sociale et aussi de tendre le mouvement syndical? En fait, aussi bien Emmanuel Macron qu'Elisabeth Borne ont tous deux indiqué clairement leur volonté d'aller au vote. On entendait hier la première ministre dire ceci à l'Assemblée. Une majorité existe aussi avec un message non dissimulé aux députés. Les Républicains qui, on le sait, sont divisés mais qui peuvent faire pencher la balance. Et puis, plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron qui a appelé, je le cite, à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. Là encore, un message caché aux Républicains. Ce qui est sûr, vote ou pas, 49.3 ou pas, les oppositions de gauche continueront leur mobilisation et trouveront toujours que cette réforme des retraites est illégitime. Alors que l'on voit à cet instant un premier cortège, Aurélie, arriver. Ce sera sur les images de David Bouteiller, un cortège. On ne sait pas si c'est la première ministre ou les 2 ministres concernés. On voit une moto, une première voiture de police, une deuxième voiture de police, une autre moto et puis la voiture qui va pénétrer au sein du palais de l'Élysée pour que cette réunion puisse commencer. Merci beaucoup Anthony Lebos. Vous êtes avec Julien Taureau et vous êtes évidemment notre fil rouge ce soir. La réunion va bientôt commencer à l'Élysée. Il y a donc les chiffres du gouvernement, ce qu'Emmanuel Macron va éplucher avec beaucoup d'attention ce soir. Il y a aussi vos chiffres, Benjamin Duhamel. Est-ce que c'est jouable ou pas pour Emmanuel Macron d'éviter le 49.3 ? C'est ric-rac. C'est ric-rac, mais quand on interroge ce soir les entourages tant du président de la République que de la première ministre, l'hypothèse de travail, c'est de soumettre la réforme des retraites à un vote et donc de ne pas utiliser le 49.3. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer dans la soirée ou même demain matin, mais ça veut dire qu'en l'état, on considère plutôt qu'il y a une voie de passage pour ne pas utiliser ce 49.3. Et ce qui est très intéressant, ce qui est en train de se passer
en ce moment, c'est surtout du côté des Républicains. Où en réalité, on a l'impression qu'à l'issue de la commission mixte paritaire et de ce qui en est ressorti, notamment de la question des carrières longues, eh bien, c'est en train de potentiellement faire passer quelques députés les Républicains qui étaient prêts à voter contre la réforme vers une abstention. C'est assez paradoxal parce que quand on regarde dans le détail à la loupe ce qui ressort de cette commission mixte paritaire, c'est pas l'amendement Pradier, c'est-à-dire c'est pas l'idée que personne n'aurait à cotiser plus de 43 ans. Il y a toujours des gens qui devront cotiser plus de 43 ans. Mais simplement, dans la façon dont c'est présenté, il y a la technique et il y a parfois aussi, et même souvent, de la politique. Ce que l'on voit bien, c'est que les choses sont en train un petit peu d'évoluer. Or, un député Les Républicains qui passe de contre à une abstention, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça fait baisser le seuil de voix nécessaire pour voter la réforme des retraites. De nombreux LR sont en train de basculer ce soir ? En tout cas, quelques-uns. On voit bien, notamment, moi je discutais là avec un membre des Républicains qui est hostile à la réforme. Il y a encore quelques jours, même hier, on estimait plutôt à une grosse vingtaine ceux qui voteraient contre. Et là, il me disait plutôt 17-18. Ça paraît pas grand-chose, mais 4 ou 5 députés LR qui basculent d'un vote contre à une abstention, ça peut changer les choses. Donc voilà, tout cela va être décortiqué ce soir à l'Élysée autour d'Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron et de Franck Riester, Olivier Dussopt. Et on sait quelle est la doctrine, Amandine Atalaya, d'Emmanuel Macron. S'il voit qu'il est à 5 voix après, il y va ou pas ? Oui, Elisabeth Borne a dit qu'elle avait très envie d'aller au vote et que le seuil, c'était environ à 5 voix supplémentaires, 5 voix de marge. Elle pense qu'elle y va, entre 5 et 10 voix. Mais c'est difficile d'en être certain parce qu'il y a vraiment beaucoup de cases de noms de députés de droite où c'est un point d'interrogation. On ne sait pas. Enfin, ce sont vraiment des gens qui ont beaucoup varié, qui ont beaucoup hésité. Et ce soir, il y a des retournements alors qu'ils n'ont pas eu gain de cause sur la demande principale des frondeurs des Républicains au sein de cette fameuse commission mixte paritaire. Donc, les voix des LR sont quand même un peu impénétrables sur la façon dont, oui ou non, on arrive à les convaincre. En tout cas, c'est essentiel à plusieurs titres, ce qui est en train de se passer. D'abord parce que le gouvernement, en termes de légitimité politique, même pas de légitimité démocratique, mais politique, a très envie d'avoir un vote demain. Et deuxièmement, parce qu'il y a toute la suite aussi du quinquennat d'Emmanuel Macron et que ça va continuer de se passer avec les Républicains. Ce parti a beau avoir fait 4% à l'élection présidentielle et n'avoir que 60 députés, c'est avec lui qu'Emmanuel Macron va devoir à chaque fois négocier ses textes parce qu'il a une majorité relative et qu'ensuite il y a une loi travail qui arrive et qu'ensuite il y a un projet immigration qui arrive et ainsi de suite. Et donc, il en va aussi d'un enjeu à plus long terme. Voilà, de son quinquennat, il faut qu'il arrive à montrer aux Républicains qu'il a la main et qu'il ne se fait pas mener par le bout du nez complètement par ce parti et par les fondeurs de ce parti. On va regarder dans un instant le détail de ce compromis qui a été trouvé. C'est fondamental de le regarder dans le détail parce qu'en effet, Benjamin le disait, il y a ce qu'on nous dit et ce qui est vrai. Donc on va regarder dans un instant ce qui a été décidé en commission mixte paritaire grâce à Sonia Carnero qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Anne-Charlotte Bézina, est-ce que vous pouvez juste nous donner rapidement le calendrier ? C'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend ces prochaines heures ? Il y a un point de procédure législative qui est important, c'est qu'en fait on croit que tout se cristallisera dans le vote de demain. Or, il ne faut pas oublier que la CMP a été conclusive, c'est une bonne chose. Le Sénat, a priori, donnera un vote favorable, mais même si l'Assemblée nationale rejetait demain, d'accord, si les quelques voix au compteur n'étaient pas présentes, eh bien, ça ne veut pas pour autant dire que le texte est définitivement enterré. Bien au contraire, ça signifie tout simplement que la navette reprend. C'est-à-dire qu'en fait, l'Assemblée nationale et le Sénat vont à nouveau se passer la balle jusqu'à sûrement un dernier mot de l'Assemblée nationale qui, elle, tranchera. Donc on aura au moins la semaine prochaine encore des discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat et de retour à l'Assemblée nationale pour avaliser le texte. Donc c'est pas la fin du processus législatif. J'ajoute d'ailleurs que cette deuxième lecture au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat est une lecture pleine, c'est-à-dire qu'en fait on reprendra avec des amendements possibles, on reprendra complètement cette lecture et donc on pourra à nouveau avoir une menace de 49.3 si toutefois ça continue. Si on zoome sur un des points, si on zoome sur les carrières longues, donc dans ce qui a été décidé par cette commission mixte paritaire, on voit que c'est le point le plus complexe. Et puis on entend quand même, on entend des personnes de la majorité ou à droite s'exprimer aujourd'hui et dire personne ne cotisera plus de 43 ans. On peut d'ores et déjà dire que c'est faux. Oui, c'est clairement pas le cas. En fait, pour être en carrière longue, dans le cadre du texte, il y a plusieurs critères.
il y a un âge seuil qui dépend de quand vous avez commencé. Et donc, il y a clairement des cas de personnes en carrière longue qui vont devoir cotiser 44 ans avant de pouvoir partir. On peut au moins citer le cas des personnes qui ont commencé à 18 ans, pour qui l'âge seuil de départ sera 62 ans, et donc qui devront cotiser 44 ans. Et donc, au terme de la CMP, il y a eu des légers ajustements, mais l'idée qu'en carrière longue, on pourrait partir dès qu'on a 43 ans, c'est clairement pas ce qui sort de la CMP. Et pourtant, c'est ce qui est dit. Non, c'est pas ce qui est dit. Si, on a entendu... Non, mais Olivier Faure a donné des chiffres. Olivier Faure a donné des chiffres. Oui, alors d'accord, mais ce que je dis, c'est que des politiques ont dit aujourd'hui que personne n'aurait à cotiser plus de 43 ans. Je ne me trompe pas, Emmanuel Le Chypre. Ça a été dit comme ça. Et ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser aussi à la retraite minimum à 1 200 €. Parce que ça avait été dit comme ça. Il faut faire attention aux affirmations qui sont approximatives, qui sont mal reçues par le citoyen après. 32% des personnes qui ont commencé entre 15 et 21 ans devront cotiser, c'est beaucoup, 32% devront cotiser plus de 43 ans, et il y en a même 7,5%. Oui, mais vous êtes en train de dire la même chose que moi, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui ont dit que personne ne cotiserait plus de 43 ans. Gaëtan ? Le sénateur qui était sur notre antenne tout à l'heure a indiqué que, effectivement, ce qui avait été retenu, c'était le critère des 43 annuités. Et lorsqu'on a poursuivi sur ce terrain, on lui a demandé si c'était les 43 annuités et les bornes, et il a dit oui, effectivement, on conserve les bornes. Ce qui veut dire que, par exemple, quelqu'un qui effectivement a commencé à 16 ans, eh bien, puisque la borne, elle est à 60 ans, eh bien, il devra travailler 44 ans. Et c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui a commencé à 18 ans. La borne est à 62 ans. Donc, 62 moins 18, ça fait bien 44 ans. Donc, oui, dans le principe, c'est les 43 annuités qui s'appliquent, mais avec des exceptions pour notamment ces deux cas de figure qui se trouvent aux deux extrémités des bornes. On est loin de l'amendement Pradier. Comme ça, au moins, c'est exactement, clair. Tout à fait, parce que ce ne sont pas les 43 annuités qui ont été retenues, mais c'est les 43 annuités plus les bornes. Pour l'instant, Aurélien Pradier n'a pas réagi. D'accord. Absolument, il est silencieux et dans son entourage, certains ont été interrogés à l'Assemblée nationale et on sent qu'il y a une forme de gêne. Voilà, parce que certes, ce n'est pas l'amendement Pradier, mais pour autant, à partir du moment où les Républicains se font forts d'avoir obtenu cela, même si c'est beaucoup de politique, il y a une pression aussi sur ces députés, même s'ils sont dans l'entourage d'Aurélien Pradier. On garde toujours un œil sur l'Élysée. Il y a donc cette réunion en cours, je pense. On retrouvera Anthony dans un instant pour décider oui ou non d'enclencher le 49.3. On le disait, on regarde beaucoup l'accord qui a été trouvé par la commission mixte paritaire, parce que c'est de cet accord que découleront ensuite le vote des députés demain. Bonsoir Sonia Carneiro. Est-ce que vous pouvez nous en tracer les grandes lignes, s'il vous plaît ? Oui, alors les parlementaires ont sans surprise adopté le fameux article 7 de cette réforme des retraites avec un report de l'âge légal de départ relevé progressivement de 62 à 64 ans au rythme de 3 mois par an à partir de septembre prochain et ce jusqu'en 2030. En revanche, les travailleurs handicapés pourront partir en retraite à partir de 55 ans et ceux en invalidité à 60 ans. Concernant les carrières longues, alors là, c'est le point qui est le plus complexe. Il y a eu des ajustements, des ajouts de bornes d'âge au dispositif déjà en place. Donc, très concrètement, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir 1 an plus tôt, soit à 63 ans. Ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir 2 ans plus tôt, c'est-à-dire à 62 ans. Ceux qui ont commencé très jeunes, avant 18 ans, pourront faire valoir leur droit à la retraite 4 ans plus tôt, c'est-à-dire à 60 ans. Et ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière 6 ans plus tôt, c'est-à-dire à 58 ans. Alors pour la retraite maintenant, des mères de famille, il y aura une surcote de 5% pour les pensions de certaines mères de famille. Pour avoir jusqu'à 5% maximum, eh bien, il faudra avoir validé une carrière pleine, c'est-à-dire donc valider 43 années de cotisation. Et puis, la Commission a également dessiné un accord sur une expérimentation d'un CDI senior jusqu'en 2026. Le but étant d'encourager l'emploi des anciens. En contrepartie, eh bien, l'entreprise serait exonérée de cotisations familiales sur les contrats des plus de 60 ans. Et il y aurait bien sûr à venir des négociations avec les syndicats sur ce point. Merci beaucoup Sonia Carneiro. Michael Zemmour, diriez-vous qu'il y a quand même eu des avancées ? Mon sentiment, c'est que la commission mixte paritaire n'a pas changé grand-chose par rapport au texte d'avant. Il y a eu un léger ajustement sur les carrières longues, mais on en parlait à l'instant. En fait, quand on regarde l'effectivité de la mesure, il y a toujours des départs au bout de 44 ans pour certaines catégories d'âge.
Et puis sur le reste, apparemment le CDI senior devient expérimental, mais c'est les seuls bougés. Finalement, le texte sur le fond reste le même qu'au départ, c'est-à-dire la barre des 64 ans. Sauf pour les femmes. Alors, pour les femmes, il y a eu un bouger pas en CMP, c'est-à-dire avant. Le texte initial décalait l'âge de départ de 62 à 64, ça ne bouge pas. Elle perdait la possibilité de surcoter de 10%, et ce qui a été remis, c'est la possibilité de surcoter de la moitié, c'est-à-dire de 5%. Donc les fondamentaux du texte, la limite d'âge à 64 ans et le passage à 43 annuités, y compris pour les carrières longues d'ailleurs, ça reste dans le texte. Il y a eu des bougés depuis le début du texte, notamment sur les carrières longues, mais qui datent d'avant la CMP. Et alors, sur ces bougés, justement, il y a un effet sur les femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques aménagements sensibles pour les carrières longues. Et en fait, il faut noter que les carrières longues, c'est particulièrement des hommes, 2 cas sur 3. Donc en fait, les personnes qui restent concernées par les mesures d'âge, encore plus qu'au début finalement, ça reste davantage des profils de carrière dites ordinaires, et notamment des femmes. Plus encore qu'au début du texte. On regardera le coût aussi de ces mesures. Est-ce que finalement on demande aujourd'hui aux Français de travailler plus sans qu'il y ait vraiment de changement? Est-ce que c'est pour rien que tous ces efforts sont demandés? Je vous poserai la question tout à l'heure. Je disais que c'est un moment de vérité ce soir parce qu'en effet, il y a la décision d'utiliser oui ou non le 49.3 qui se joue en ce moment à l'Élysée, et puis il y a aussi la suite de la mobilisation. L'intersyndicale s'est réunie tout à l'heure à l'issue de la 8e journée de mobilisation. On va regarder les chiffres ensemble. Le nombre de manifestants est en baisse, le nombre de grévistes aussi. Il y avait 1 700 000 personnes aujourd'hui dans les rues selon la CGT. C'est moins que mardi dernier où plus de 3 millions de personnes s'étaient rassemblées, toujours selon le syndicat. Il y avait 480 000 personnes aujourd'hui selon les autorités. Et après, comment les syndicats continuent encore à mobiliser? L'intersyndicale s'est réunie pour ne pas annoncer grand-chose. Oui, c'est certain. Pour la première fois, il n'y a pas eu de nouvelle date de mobilisation d'annoncer à l'issue de cette intersyndicale, mais une intersyndicale qui reste, je cite, déterminée à combattre le projet de loi. Mais le fait qu'il y ait ce vote ou ce 49.3 qui sera utilisé demain, en fait, empêche l'intersyndicale de se porter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que leur position sera différente entre le vote et le 49.3. L'intersyndicale a d'ores et déjà indiqué que de toute façon, s'il y avait un vote, eh bien, il n'y aurait pas forcément d'autres journées de mobilisation. Il y aurait des recours devant le Conseil constitutionnel, des recours devant le Conseil d'État. L'intersyndicale demande même à certains députés de déposer un référendum d'initiative partagée. En revanche, si le gouvernement utilise le 49.3, eh bien, l'intersyndicale se réunira demain soir et annoncera de nouvelles journées de mobilisation bien déterminées à continuer à combattre ce texte. Vous êtes auprès des grévistes, Salmis Faxi, vous êtes à la raffinerie de Donge. Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils se voient continuer le mouvement, mener d'autres journées d'action? Alors écoutez, bonsoir Aurélie, on est en train de vivre ici une opération, c'est vrai, il faut le dire, menée par les grévistes et rondement menée par les grévistes. En fait, je vous explique le contexte. On est ici à la raffinerie de Donge et ici, eh bien, depuis le 7 mars, pas une seule goutte d'essence, pas une seule goutte de gaz n'entre dans les raffineries ni ne sort. Et ce soir, eh bien, il devait y avoir un pétrolier gigantesque de plusieurs centaines de tonnes qui contenait du diesel et qui devait accoster ici dans cette raffinerie de Donge. Et ces grévistes, eh bien, ils ont mené une opération de blocage pour empêcher ce navire d'accoster. Les autorités ont eu vent de ce blocage qui était organisé et donc, eh bien, les autorités ont ordonné à ce pétrolier de faire demi-tour. Je suis avec Mathieu Pinot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué CGT Mines et Énergie. C'est une opération de grande ampleur que vous venez de mener. Vous venez de dérouter un pétrolier qui contenait justement plusieurs centaines de tonnes de gasoil. 28 000 tonnes, ouais, effectivement. Et puis un navire céréalier aussi. Oui, bah, c'est une opération effectivement d'ampleur. On a fait preuve de réactivité. Ici, il y a des dockers et des portuaires, il y a des raffineurs, il y a des gaziers et des électriciens, il y a des cheminots, il y a tout le tissu un peu interprofessionnel CGT du bassin qui a répondu très vite, de manière très réactive et qui s'est mobilisé pour s'opposer à la réception de ce navire. Vous êtes prêt à renouveler ce type de blocage? C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, ce type de détournement, entre guillemets? Dans le sens où les manifestations massives n'ont pas fait réagir M. Macron, dans le sens où
les 93% d'actifs, de gens qui travaillent dans le pays, qui ne veulent pas de cette réforme, ça ne le fait pas réagir non plus. Eh bien nous, on est grévistes certes, mais à un moment, on va aussi toucher à nos outils de production et on considère que oui, en paralysant et en pénalisant l'économie, malheureusement, on doit en arriver là. On le fera peut-être réagir. Demain, il va y avoir un vote qui sera décisif à l'Assemblée. Soit ce texte passera par une majorité, soit il passera en force par le 49.3. L'un ou l'autre, pour vous, c'est le même scénario ? De toute façon, dans les deux cas, 90% des Français n'en veulent pas de cette réforme. Donc ça passe par le 49.3 ou par le vote, ça change pas grand-chose. C'est la forme qui change. Ça sera encore un petit supplément dans l'arrogance et le mépris que le gouvernement En Marche nous oppose si ça passe par le 49.3, mais en soi, ça change pas énormément de choses. Une toute dernière question. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, véritablement? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller, justement? Jusqu'où? C'est un combat d'ampleur qui est historique. C'est un pan majeur de la sécurité sociale qui est attaqué. C'est vraiment des années de travail en plus pour les gens qui ont déjà des emplois difficiles. Donc on ira effectivement jusqu'au bout parce que ce combat-là, il faut le gagner. Si on veut gagner les suivants. C'est vraiment un incontournable. Après, oui, effectivement, on est prêt à tout donner dans cette bataille. Et de toute façon, on le doit si on veut respecter nos aînés, mais si on veut aussi respecter les générations futures. Merci beaucoup Mathieu Pinot de la CGT d'avoir répondu à mes questions. Vous les voyez, les syndicats ici, en tout cas à Donge, qui sont extrêmement déterminés. Merci beaucoup Samy Sfaxi avec Antoine Corvère. Je ne sais pas Emmanuel Le Chypre, comment vous analysez ce mouvement? Est-ce que c'est vrai que les syndicats ont moins rassemblé que mardi dernier? La semaine dernière, Philippe Martinez voulait mettre la France à l'arrêt. Ça n'a pas eu lieu. En même temps, il y a cet accord trouvé par la CMP. Est-ce qu'on est au moment où le gouvernement est sur le point de l'emporter? C'est vrai que c'est une journée qui se traduit quand même par un point pour le gouvernement et 0 pour les syndicats et les manifestants. On voit bien que finalement, les points de blocage vont se porter, j'allais dire, sur les points de blocage traditionnels. On voit bien que le secteur privé, par exemple, n'embraye pas. Et s'il n'embraye pas, c'est que la préoccupation des salariés du privé aujourd'hui, c'est beaucoup davantage même le salaire et le pouvoir d'achat que les retraites. Or, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui? C'est qu'il y a des négociations et pas mal de négociations aboutissent quand même à des augmentations qui font que ça contient quand même la grogne sociale. Alors oui, on voit des salariés du privé dans les manifestations, mais ils prennent une demi-journée, une journée, et après, finalement, ils continuent à travailler. Et puis la réalité, c'est que bloquer l'économie française, c'est quand même de plus en plus compliqué, parce qu'on n'est plus en 95. Aujourd'hui, il y a les nouvelles mobilités, il y a le télétravail, les dockers, par exemple, c'est bien, mais la France, c'est une réalité, est beaucoup plus dépendante des ports de Rotterdam ou Anvers que des ports de Marseille et du Havre, qui sont des nains par rapport aux ports d'Europe du Nord. Vous voyez, c'est très compliqué de bloquer l'économie française aujourd'hui, avec un secteur privé qui n'adhère pas vraiment, qui n'embraye pas vraiment, et des étudiants qui n'embrayent pas vraiment non plus, puisque quand vous regardez la mobilisation dans les collèges, les lycées, les universités, elle est quand même assez faible. Et donc, c'est vrai qu'on va se retrouver sur les points de blocage habituels, les transports, les raffineries, et ça risque de finalement se finir un peu comme à chaque fois, où l'agacement de l'opinion publique va finir par l'emporter et où ces grévistes vont se retrouver peut-être un peu seuls. On va maintenant retrouver Anthony Lebos. Anthony, vous êtes devant l'Elysée où Emmanuel Macron a réuni la Première ministre et plusieurs autres ministres, dont celui du Travail. À quel point cette réunion est-elle cruciale ? Elle est cruciale tout simplement parce qu'on approche du vote définitif de cette réforme des retraites demain. Alors évidemment, il y aura deux votes. D'abord le matin au Sénat. Ça devrait passer sans grand suspense parce que la majorité sénatoriale est composée de la droite et du centre. Et surtout que cette réforme a déjà été adoptée il y a une semaine au Sénat. Mais c'est l'après-midi que ça va se compliquer parce qu'à l'Assemblée nationale, le vote est beaucoup plus incertain. On a entendu les différentes prises de parole des personnalités de la majorité qui espéraient aller au vote pour éviter un passage en force parce qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a beaucoup d'oppositions qui sont contre cette réforme des retraites. Donc l'enjeu de cette réunion ce soir à l'Elysée autour du chef de l'État avec Elisabeth Borne, la Première ministre, et les deux ministres concernés, notamment Olivier Dussopt, le ministre du Travail, c'est, selon l'entourage du chef de l'État, de sécuriser une majorité de vote. Comme si l'hypothèse du 49-3 eh bien, s'éloignait. En clair, l'exécutif va faire les comptes ce soir. On parlait des calculettes un petit peu plus tôt dans cette émission. C'est un peu ça. Ils vont faire des mathématiques, faire l'inventaire des parlementaires qui vont voter
voter pour cette réforme parce qu'il faudra éviter au fond d'utiliser ce 49.3 pour éviter de tendre cette mobilisation sociale. Et les syndicats, d'ailleurs les syndicats se sont exprimés ce soir après cette 8e journée de mobilisation en appelant les députés à voter contre cette réforme des retraites. Il faut aussi entendre les paroles et les mots prononcés par l'exécutif, aussi bien Emmanuel Macron qu'Elisabeth Borne, tous deux cette semaine et les semaines précédentes, appelant aussi à aller au vote pour éviter de passer par 49.3 avec surtout des messages non dissimulés aux députés les Républicains qui peuvent faire pencher la balance. Évidemment, cette réunion ce soir à l'Elysée, elle intervient aussi, Aurélie, après un compromis qui a été trouvé à l'Assemblée nationale après une commission mixte paritaire. Alors pour bien expliquer ce que c'est une réunion, une commission qui regroupe 7 sénateurs, 7 députés dont la majorité était composée de la droite et de la majorité présidentielle. Il y a eu un compromis trouvé entre la droite et la majorité présidentielle. Voilà, cette réunion à l'Elysée qui a commencé. On ne sait pas quand ça va se terminer. Ce qui est certain, c'est que la majorité va faire les comptes ce soir à l'Elysée. Merci beaucoup, Anthony Lebos, avec Julien Taureau. Il y a le compteur Élysée, il y a le compteur BFM TV aussi, Benjamin. Tout à fait. Le compteur BFM TV qui donne ce soir 224 votes pour. Il faut bien préciser pour ceux qui nous regardent que ce sont 224 députés qui disent qu'ils vont voter la réforme. Évidemment, demain, il y aura plus que 224 députés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien toujours que certains sont un petit peu hésitants à l'idée d'assumer leur vote. Parce que bien sûr, quand on rentre en circonscription et que nos électeurs, vos électeurs, ne sont pas en faveur de cette réforme des retraites, ça peut être un petit peu difficile à assumer, mais... Certains pourraient s'abstenir aussi. Certains pourraient s'abstenir, vous avez tout à fait raison, mais simplement ce compteur BFM TV quand même progresse et heureusement on est à la veille du vote. Vous avez ensuite le compteur Les Républicains qu'on va peut-être voir apparaître à l'écran dans quelques instants et voilà ce que dit le compteur Les Républicains. Il donne 22 votes pour du côté des députés LR. Là encore, ce sera évidemment plus demain. Pourquoi ? Pour la même raison, parce que certains députés Les Républicains sont en train de faire leur choix. Quand on interroge Olivier Marleix, son entourage, on voit qu'on est à peu près autour de 35 en ce moment, ce qui est une bonne nouvelle pour le gouvernement, parce que s'il n'y avait que 22 voix pour, là, pour le coup, le gouvernement pouvait passer directement par 49.3 ou mettre la clé sous la porte. Et puis, vous avez ensuite des estimations, voilà, on fait la totale. La fourchette basse, 262, ça c'est vraiment le scénario noir pour le gouvernement. Si c'est la fourchette basse, la réforme ne passe pas. Il faudrait pour cela qu'il n'y ait que 22, par exemple, les Républicains qui votent. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Fourchette haute, 285, là, ça passe. Entre une fourchette basse et une fourchette haute, je vais faire une lapalissade, il y a des scénarios médians qui sont sans doute les plus probables et ce qui rend tout cela... Emmanuel, il est passionné par ça. Mais ce qui rend tout cela très difficile à anticiper, ce qu'il faut bien dire en ce moment, ce que l'on est en train de vivre, à partir du moment où on sait que ce sont les députés les Républicains qui feront basculer le vote demain, c'est qu'il y en a quelques-uns, notamment ceux qui étaient prêts à voter contre, qui, compte tenu de ce qui est sorti de la commission mixte paritaire, même si on répète que c'est un petit peu cosmétique, Michael Zemmour l'a encore rappelé il y a quelques instants, qui pourrait passer d'un vote contre à une abstention, ce qui arrangerait plutôt le gouvernement, mais il faut rester extrêmement prudent parce qu'il y a beaucoup d'intox. Il peut aussi y avoir des sorties des uns et des autres pour essayer de pousser à la faute le gouvernement, soit en leur donnant l'impression qu'ils ont une majorité pour ensuite qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, soit pour dire au contraire qu'ils n'en ont pas pour essayer de les pousser à la faute et de passer par le 49.3. Il y a quelqu'un qui est silencieux ce soir, c'est Aurélien Pradié, et c'est intéressant de le noter parce que à partir du moment où il engage lui aussi avec son combat des 43 annuités quelques députés, ce sera intéressant de l'entendre sur ce qui est sorti de la commission mixte paritaire et sur son vote demain après-midi à l'Assemblée nationale. Notre antenne est ouverte. Il est le bienvenu. S'il veut réagir maintenant ou dans quelques minutes, on le prend. Évidemment, sa décision sera importante. On va maintenant retrouver Jordan Bardella. Bonsoir Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Bonsoir Madame Casse. Que le gouvernement est en train de gagner son pari. On a vu une mobilisation en forte baisse, un nombre de grévistes aussi en chute libre. Il y a ce compromis qui a été trouvé en commission mixte paritaire. L'assurance affichée par la Première ministre encore aujourd'hui, qui dit qu'un accord est possible. Il y a cette réunion en cours à l'Élysée. Est-ce que selon vous, le gouvernement est en train de réussir ?
Je pense que le gouvernement est en train d'essayer de s'auto-convaincre que la réforme va passer. Or, tous les indicateurs, en ce moment même d'ailleurs, puisque Emmanuel Macron réunit autour de lui une sorte de réunion de crise avec son gouvernement pour compter les voix, laissent à croire que rien n'est fait et que cette réforme peut encore être rejetée demain. Le Parlement, demain, a un rendez-vous important avec les Français pour ce choix de société. Et moi, j'appelle l'ensemble des députés qui aiment les Français, qui les respectent, qui entendent ce que disent les Français depuis plusieurs semaines, à rejeter ce texte. Et si demain, la majorité de refus qui s'est exprimée dans toutes les études d'opinion, dans tous les sondages, qui s'expriment dans la rue par ces mobilisations populaires depuis maintenant plusieurs semaines, s'exprime légitimement à l'Assemblée nationale et au Parlement, alors ce texte de loi sera rejeté. Ce texte, il est cynique, il est triste, il est douloureux et il sera brutal pour les Français les plus modestes. Alors moi, j'appelle l'ensemble des députés à rejeter ce texte pour faire entendre la voix du peuple français. Est-ce que vous dites qu'en cas d'utilisation du 49.3, cette réforme sera rendue illégitime ? En tout cas, nous utiliserons, nous, au Rassemblement national, l'ensemble des leviers qui sont permis par la Constitution et par les règles du fonctionnement démocratique de notre pays. Et si le 49.3 est engagé, si la responsabilité du gouvernement est engagée, alors nous prendrons les nôtres et nous ferons en sorte que des motions de censure qui seraient déposées par le Rassemblement national ou par d'autres groupes trouvent l'écho le plus large possible à l'Assemblée nationale. Et puis je veux dire à l'ensemble de ces députés dont vous parliez il y a quelques instants et qui vont voter ce texte de loi demain. Je leur dis, mais quand vous allez rentrer en circonscription ce week-end, vous allez devoir regarder vos électeurs et vous allez devoir regarder les Français dans les yeux. Et vous allez devoir dire à des caissières, à des artisans, à des indépendants, à des maçons, à des gens qui travaillent dur, qui ont aujourd'hui le corps usé, exposé par le travail, qui sont touchés aussi par l'inflation et qui ont de plus en plus de mal à payer les factures alimentaires ou les factures d'énergie. Vous allez devoir travailler jusqu'à 64 ans. Eh bien, je trouve que ce choix, que ce vote, en tout cas en faveur de ce texte, il manque d'humanité et encore une fois, il ne correspond pas à ce que souhaite une très large majorité du pays. À cette réforme des retraites, mais sur la méthode, est-ce que vous dites carrément qu'il faudrait supprimer le 49.3 parce que si le gouvernement utilise cette méthode demain, eh bien c'est parce qu'elle est dans la loi, il est possible de le faire. Pourquoi, selon vous, c'est quoi? C'est un déni de démocratie? Non mais on va pas passer, là, je pense, les heures qui nous restent demain à pérorer sur la nécessité de réformer ou non la Constitution. C'est pas le sujet. Demain, le Parlement, les députés, les sénateurs ont rendez-vous avec les Français. Ils ont rendez-vous avec leur conscience et ils ont rendez-vous avec un texte de loi qui va effectivement être très difficile. Si le gouvernement fait le choix d'utiliser le 49.3, c'est bien parce que il aurait, et encore une fois j'utilise le conditionnel, et à juste titre d'ailleurs, la conscience que ce texte n'est pas majoritaire dans le pays et qu'il y a un risque qu'il ne passe pas à l'Assemblée nationale. Ça serait évidemment un passage en force, mais c'est surtout un passage en force contre les Français. Et je pense qu'on aurait peut-être plus que jamais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la réélection en avril dernier, le sentiment que ce début de quinquennat ressemble à une fin de règne. Jordan Bardella, il y a une motion de censure transpartisane qui se prépare. Pour pouvoir la déposer, il faut 58 voix. Est-ce que des députés RN ont été sollicités ? Il y a des discussions aujourd'hui qui sont en cours en ce moment même d'ailleurs à l'Assemblée nationale avec les différents groupes. Encore une fois, pour que cette motion de censure soit déposée, il faut que le gouvernement fasse le choix, parmi les deux choix qui lui restent, d'opter pour le 49.3 plutôt que d'opter par le vote. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, ceux qui ont aussi rendez-vous avec leur conscience, ce sont les députés des Républicains. Et moi, j'aimerais utiliser votre antenne ce soir pour dire aux députés des Républicains, mais est-ce que vous allez passer le quinquennat à genoux? Est-ce que vous allez passer le quinquennat à être la béquille d'un gouvernement? On a vu qu'au Sénat s'est noué un très beau mariage entre les Républicains et la majorité d'Emmanuel Macron, et une partie des Républicains souhaite intégrer la majorité d'Emmanuel Macron. On peut encore éviter tout cela. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus LR qui sont des patriotes sincères et qui rentreront ce week-end regarder leurs électeurs les yeux dans les yeux et leur rendre des comptes. Donc encore une fois, on peut encore éviter le pire, et si le pire advient, c'est-à-dire l'adoption de ce texte, eh bien il restera aux Français le bulletin de vote. Sur cette histoire de motion, parce que Mathilde Panot dit qu'il n'y aura pas de député RN co-signataire. En gros, vous êtes persona non grata pour présenter la motion de censure transpartisane. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir complètement perdu la main dans cette lutte contre la réforme des retraites? Ce n'est pas vous vraiment qui êtes en première ligne aujourd'hui?
Absolument pas. Moi, j'ai la conscience tranquille. Vous savez, moi, je suis pas sectaire. Et lorsque des motions de censure émanent d'autres groupes politiques que le Rassemblement national, eh bien, les députés du RN et Marine Le Pen votent ces motions de censure parce que nous ne sommes pas sectaires et que contrairement à la NUPES et contrairement à beaucoup de mouvements d'opposition, nous privilégions l'intérêt des Français avant de privilégier l'intérêt de nos idées ou l'intérêt partisan. Aujourd'hui, les Français sont très largement opposés à la réforme des retraites. Et je pense qu'ils ne comprendraient pas que l'opposition se divise face à ce texte de loi qu'une très grande majorité des Français rejettent. Et je pense que le sectarisme de la NUPES, et en l'occurrence de Madame Panot, qui n'est probablement pas la députée la plus ouverte et la plus joyeuse, je pense qu'il frôle la bêtise. Et c'est dommage parce que je pense que ça démoralise beaucoup de gens. Comment les députés de la NUPES peuvent-ils ce week-end aller en circonscription et dire, en fait, on privilégie la réforme des retraites à l'intérêt du peuple français. Nous y sommes opposés et je pense que tous les mouvements qui sont opposés à ce texte de loi doivent se rassembler parce qu'encore une fois, il faut penser à l'intérêt des gens, à l'intérêt des Français et à tous les Français qui nous regardent ce soir, qui ne comprennent plus rien à ce bazar indescriptible et qui se disent mais à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite. Jordan Bardella, j'entends votre opposition. Est-ce que vous nous dites clairement que si un jour vous arrivez au pouvoir, vous abrogerez cette réforme des retraites si elle passe ? Oui, et c'est la raison pour laquelle je dis aux Français, si le pire devait advenir, à savoir l'adoption de cette réforme, alors il restera une arme, il restera le bulletin de vote. Il y a des élections l'année prochaine, je suis en ce moment au Parlement européen, il y a des élections européennes l'année prochaine. Vous savez que cette réforme des retraites est aussi une exigence de la Commission, et c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron accélère. Et en tout cas, si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, ce qui, je crois, a de très grandes chances d'arriver, alors nous permettrons à tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir à 60 ans et 40 annuités. Parce que quand vous commencez à travailler tôt, ça veut dire que vous avez fait un métier difficile. Et j'ai un peu le sentiment qu'on est les seuls à être connectés au réel et à pouvoir comprendre ce que ressentent les Français au plus profond d'eux-mêmes et dans la difficulté de beaucoup de professions. Emmanuel Le Chypre a une question à vous poser. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une différence, et c'est ça qui est gênant depuis le début de cette réforme des retraites, entre la situation, des textes et la réalité de ce que vivent les gens. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, quand vous dites les Français les plus modestes sont les plus impactés par cette réforme, ce qu'on voit paradoxalement, c'est que comme les Français les plus modestes, ce sont souvent eux qui ont les carrières aussi les plus hachées, c'est pas eux qui sont impactés le plus, par exemple, par l'aspect carrière longue. Il y a que 20%, par exemple, des Français les plus modestes qui vont être concernés par le dispositif. Et donc, est-ce que vous exagérez pas finalement un peu le côté antisocial de cette réforme ? J'ai pas besoin d'exagérer, je pense que les Français ont parfaitement compris ce qu'elles les attendent avec cette réforme. Vous savez, les Français sont très intelligents et je pense que le sujet est peut-être pas tant, vous m'interrogez sur les 20% de Français qui bénéficient du dispositif de carrière longue. Mais en vérité, le sujet, c'est que beaucoup de gens ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans et que cette réforme, probablement, va amener à une baisse des pensions. C'est peut-être là l'objectif qui est recherché par le gouvernement. Je vous donne un chiffre. En 2014, il y avait 6% des Français qui partaient avec une décote. Il y a aujourd'hui 13% des gens qui, lorsqu'ils partent à la retraite, ont une décote sur leur pension de retraite. Et il y en aura beaucoup plus avec cette réforme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans, qui font un métier précisément vont devoir partir plus tôt. Quand, si vous voulez, aux quelques amendements qui ont été négociés par LR dans ce mariage avec La République En Marche sur les 43 ans, en vérité, tout le monde sait que c'est faux, c'est de l'enfumage, c'est comme les 1200 €. Le gouvernement a menti et le gouvernement continue de mentir sur ces 43 annuités. Quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, même en dispositif carrière longue, vous ne partirez pas à 59 ans. Et j'entendais d'ailleurs Mickaël Zemmour, je crois, sur votre antenne chez Hippolyte de Malherbe, émettre des critiques et des très grandes réserves sur ce qui est vendu comme un progrès social et qui sont en réalité quelques dispositifs cosmétiques pour faire passer la pilule aux gens. Le vrai sujet, c'est la retraite à 64 ans et on sait évidemment que ça va pénaliser, notamment les femmes d'ailleurs qui ont des carrières peut-être plus hachées dont vous parliez. Jordan Bardella, si ce texte demain est voté ou s'il passe avec un 49.3, est-ce que vous êtes vraiment convaincu qu'il sera appliqué, ou est-ce que vous pensez que avec le Conseil constitutionnel qui sera saisi par certains députés, avec peut-être un référendum d'initiative partagée, ça c'est encore autre chose, mais qui pourrait être mis en place par d'autres parlementaires, est-ce que tout ça peut empêcher l'application de ce texte un jour d'après vous ?
Alors je ne suis pas devin et pour être très honnête, je n'en sais absolument rien. Nous verrons le cours que prendra cette réforme et notamment évidemment l'avis que donnera le Conseil constitutionnel. Mais ça, je dirais, c'est le cours naturel des choses. Notre rôle à nous, premier parti d'opposition, c'est de dire aux gens, si nous arrivons à la tête de l'État, nous reviendrons sur la brutalité de cette réforme et nous permettrons encore une fois aux gens qui ont commencé à travailler le plus tôt de partir très tôt. Mais si vous voulez, on est là au cœur d'un problème démocratique. Emmanuel Macron a été élu, mais son projet, et précisément cette réforme des retraites, a été rejeté lors des élections législatives. Il n'a pas obtenu la majorité. Et tout le monde s'interroge sur le timing même. Même les gens qui sont pour cette réforme se disent mais comment, avec ce que vivent les gens en ce moment, l'inflation, les prix de l'énergie, l'alimentaire, on peut leur imposer une réforme aussi dure et aussi brutale. Et au fond, je pense que la vraie question que se posent les gens, c'est est-ce qu'un jour on va avoir un président de la République qui, en tout cas un gouvernement qui nous aime et qui nous respecte. Jordan Bardella, il nous reste encore très peu de temps. S'il est possible de faire des réponses plus courtes, je donne la parole à Benjamin Duhamel. Oui, Jordan Bardella, je vais essayer, mais c'est pas évident parce que vos réponses sont complexes. On entend certains syndicats, notamment à l'échelle locale, qui eux veulent continuer à le mouvement, même l'amplifier, même si le vote est voté, si la réforme est votée, pardon. Est-ce que vous leur dites il faut s'arrêter si jamais la réforme est votée? Mais si ce mouvement contre la réforme des retraites s'arrête, encore une fois, le mouvement social, il s'organise librement. D'autres mouvements sociaux et d'autres mouvements de colère prendront la relève. Vous voyez bien que on est là dans un cycle engagé depuis plusieurs années dans une coagulation des colères avec les bonnets rouges, les gilets jaunes, les mobilisations contre la réforme des retraites qui vivent parce que la situation pour beaucoup de gens est de plus en plus difficile et que les gens ont le sentiment que la politique manque profondément d'humanité à leur égard, qu'ils ne sont plus entendus, que les mesures ne sont pas prises sur l'inflation, que la crainte du déclassement, la peur que nos enfants et nos petits-enfants vivent moins bien que nous est aujourd'hui partagée par une très grande majorité des gens et de plus en plus de Français issus de la classe moyenne qui d'ailleurs viennent aussi dans ces mobilisations. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces manifestations, il y a aussi des gens qui sont des salariés du privé, il y a des gens qui sont de la classe moyenne, il y a des fonctionnaires, des policiers, des pompiers. Ce mouvement social, il vit et il y a dans ces mobilisations des gens qui n'ont jamais manifesté et qui viennent manifester pour la première fois. Donc encore une fois, le mouvement social, il s'organise très librement. Les syndicats sont dans leur rôle. Nous, avec Marine Le Pen, nous n'avons pas voulu y participer directement, même si on mène un combat parlementaire, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'est pas là pour récupérer le mouvement qui est organisé par les syndicats. Et ce mouvement social, il vit. Mais vous voyez bien que la colère, elle dépasse très largement la réforme des retraites, et que une fois que ce texte sera adopté, eh bien, il y aura la réalité de ce que mettra en œuvre ce texte, c'est-à-dire de devoir travailler plus longtemps pour des gens qui pensaient aujourd'hui partir à la retraite. Et évidemment, à côté de ça, l'inquiétude de ne plus boucler les fins de mois qui va persister et qui va continuer d'attiser des inquiétudes pour demain et après-demain. Et moi, je veux juste finir. Vous m'avez demandé une réponse courte, donc je sais que là, vous devez vous dire que je dérive un peu, mais juste, je dis aux gens, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune fatalité dans ce que vous vivez. Il n'y a pas de fatalité dans l'inflation. Il n'y a pas de fatalité dans la hausse des prix de l'énergie. Tout ça, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je viens vous dire qu'on peut faire autrement et différemment. Jordan Bardella, les secrétaires généraux des organisations syndicales ont rencontré un certain nombre de députés, sauf les députés du Rassemblement national. Vous comprenez qu'ils vous mettent de côté ? Je pense que beaucoup de dirigeants d'organisations syndicales sont un peu gênés parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, ils avaient appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Et c'est vrai que c'est un peu hypocrite de la part de certains dirigeants des syndicats. Encore une fois, je ne vise pas la base parce que il y a beaucoup aussi de militants syndicaux qui sont aussi des électeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Mais c'est vrai que de voir aujourd'hui des gens qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, qui ont soutenu l'artisan, le bourreau social du peuple français et quelqu'un qui voulait mettre en place notamment cette réforme des retraites à 65 ans pendant son projet présidentiel, je comprends que ça puisse créer une forme de gêne et c'est vrai que c'est assez incohérent de leur part. Mais si vous voulez, c'est pas très grave. Je veux dire, moi, c'est ça. Je pense qu'ils sont dans leur rôle, on est dans le nôtre et face à cette réforme, je pense qu'on a besoin de l'énergie de chacun, de la mobilisation de tous. Et si un jour les syndicats décident d'arrêter, de cesser la bêtise et le sectarisme et décident de discuter avec nous, eh bien notre porte leur sera grande ouverte. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été avec nous ce soir. Je remercie aussi Coralie Haenel qui a permis la réalisation de ce duplex. On va aller
sur l'un des endroits symboles de cette contestation ces derniers temps, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, qui est devenu donc en quelques jours un symbole de la mobilisation contre la réforme des retraites. Nous parlons notamment de la mobilisation des éboueurs. Et cet incinérateur est bloqué au moins jusqu'à lundi prochain. Bonsoir Yael Benamou. Vous êtes sur place pour BFM TV. Yael, comment les grévistes réagissent-ils après l'annonce du compromis ce soir ? Eh bien, alors déjà, nous sommes avec eux dans la salle de contrôle de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. Et regardez juste derrière, sur ces images de Nicolas de Roussy, la fosse de réception des ordures est presque vide. Alors normalement, elles sont remplies au niveau des 2 portes du fond. Ici, aujourd'hui, actuellement, tout est à l'arrêt. Alors concernant l'accord d'aujourd'hui, il était attendu. Ce n'est donc pas une surprise pour les grévistes. Nous sommes avec Marc Bontemps. Est-ce que vous pouvez vous avancer un tout petit peu ? Alors vous êtes secrétaire général du syndicat de la production d'énergie de la région parisienne. Finalement, vous n'espériez pas grand-chose de cette commission paritaire mixte aujourd'hui. Vous savez, malheureusement, on a vécu le quinquennat Macron, qui est un président qui a entendu pendant son premier mandat uniquement de l'oreille droite. Il continue en s'acoquinant avec les Républicains, il n'y a aucune surprise. Oui. Voilà, aucune surprise. Et finalement, est-ce que vous attendez plus des députés à l'Assemblée nationale demain ? Oui, parce qu'effectivement, là, on parle notamment des représentants de la nation. Ils n'ont pas forcément été élus que par leur camp, mais pour l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, on a l'ensemble des citoyens dans la rue qui manifestent pour dire justement cette réforme est injuste. Et là, vous êtes sur un site d'incinération où les salariés qui y travaillent ont une espérance de vie qui est diminuée de 10 à 15 ans. Donc là, il y a une réalité. Aujourd'hui, ces salariés vont subir les 2 ans de plus, alors qu'effectivement, ils ont des réalités qui sont liées à leur métier qui font qu'ils meurent plus tôt. D'où la raison qu'on a eue collectivement, notamment sur la partie déchets, de créer une osmose de l'ensemble des corporations. Là, on a aujourd'hui les salariés de la collecte, on a les salariés de l'incinération, les territoriaux qui sont avec nous, les égoutiers, qui sont des professions aujourd'hui qui sont directement touchées sur leur espérance de vie. Et donc, cette réforme, pour eux, va leur enlever 2 ans de vie en bonne santé alors qu'ils meurent plus tôt que les autres. Donc ce combat, je vais terminer là quand même, ce combat pour nous, il est extrêmement important parce qu'il ne concerne pas uniquement ces populations, mais bien l'ensemble des salariés aujourd'hui qui sont touchés par des métiers pénibles. Je rappelle quand même que la réforme Sarkozy, à l'époque, quand il y a eu la réforme, il y avait une volonté notamment du président de Sarkozy de dire qu'on prendrait en compte les difficultés du travail et il y avait des critères de pénibilité qui avaient été mis en place. Le président Macron les a tous supprimés quasiment. Ils n'ont plus aucune valeur et on retrouve aujourd'hui des populations qui n'auront pas capacité de voir leur pénibilité. Par exemple, une femme de ménage, etc. Bon, vous êtes pressé donc... Non, je ne suis pas pressée, mais en fait, on a peu de temps. Et finalement, est-ce que si demain le vote ne va pas dans votre sens, est-ce que l'électricité, par exemple, la permanence du sénateur Bruno Retailleau a été coupée, sa permanence, est-ce que vous allez continuer ces actions ? Donc déjà, il faut bien mesurer qu'aujourd'hui en France, on a 13 millions de précaires. Donc avoir M. Retailleau qui se permet d'attaquer notamment les salariés directement en acceptant d'accélérer justement cette réforme injuste, pour nous, c'est pas quelque chose qui nous choque. Je rappelle qu'aujourd'hui, ces 13 millions de précaires, ils ont ni eau chaude, ni électricité, ni lumière chez eux. Donc ça, faut bien l'entendre. Donc avoir aujourd'hui un sénateur qui a 40 minutes de coupure, pour nous, c'est pas quelque chose d'illégitime. Et j'aimerais quand même rappeler également qu'il y a eu énormément de délestage quand il y a eu des tensions électriques, qu'il y a notamment des villages en France qui ont été délestés bien plus de 5 heures et ça a posé aucun problème à personne. On n'a pas dit, oh là là, on a délesté, entre guillemets, ceux qui habitent très loin des capitales. Donc avoir un peu nos élus qui se rendre compte de la réalité des gens et s'imaginer justement si 40 minutes d'arrêt de lumière pour eux c'est quelque chose d'extraordinaire, imaginez les gens qui n'ont pas la capacité eux de se chauffer. Donc pour nous, si ça permet à ces gens hors sol d'avoir un peu une réalité du monde dans lequel ils vivent, c'est plutôt une bonne chose. Alors ici, les salariés sont en grève depuis lundi et ce vendredi, nouvelle assemblée générale tient décider de la suite qu'ils donneront à leur mouvement. Yael Benamou avec Nicolas de Roussy. C'est vrai qu'il y a eu donc le domicile de Bruno Retailleau qui a été ciblé et donc l'électricité a été coupée chez lui. À Brégançon également, il y a eu des coupures d'électricité. On entend Philippe Martinez hier sur ce plateau qui dit « Attention, cette situation est explosive ». On a entendu aussi Laurent Berger, invité ce matin d'Apolline de Malherbe, qui dit « Attention au mépris. Parfois, on ne s'en relève pas ». Pour dire qu'en gros, on ne sait pas ce que va devenir ce mouvement, cette colère, avec cette fin de non-recevoir qui est affichée ouvertement par le gouvernement. Oui, tout à fait. Les syndicats ont
toujours pointé ce risque justement d'un mouvement social calme, pas entendu par le gouvernement, en disant en parallèle, c'est ce que répète Laurent Berger, souvenez-vous des Gilets jaunes, 284 000 personnes au maximum qui obtiennent des concessions d'Emmanuel Macron pour 13 milliards d'euros et quelques. Et donc, que vont se dire tous ces gens qui sont descendus dans la rue pacifiquement pendant des semaines, parfois plus de 3 millions de Français dans la rue au pic des manifestations? Que vont-ils penser d'un gouvernement sourd? Et en face, on a un gouvernement qui n'a jamais cru à l'éruption sociale, qui n'a jamais cru au parallèle avec les Gilets jaunes. Parce que vous vous souvenez, dès le début du mouvement social, Emmanuel Macron et ses proches parlaient de résignation des Français, pensaient qu'avec un niveau d'inflation tel, les Français y réfléchiraient à 2 fois avant d'aller perdre une journée de travail. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu une contagion absolument incroyable. Il n'y a pas eu la France à l'arrêt dont les syndicats avaient parlé à un moment donné. On a eu des taux de grève qui ont très vite diminué. On a des niveaux de manifestation qui, là, sont en train, si ce n'est de s'effondrer, mais quand même de décroître très rapidement. Et donc, ça va plutôt dans le sens, franchement, aujourd'hui, d'un mouvement social qui est en train de doucement s'éteindre. Et qui s'essouffle même plus vite que lors des précédentes réformes des retraites. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a en 2010, en 2003, il y a eu des périodes et des manifestations qui étaient plus nombreuses. Et le rythme des vacances aussi. Hein. Et des réformes qui sont passées. Oui, et des réformes qui sont passées. C'est qu'en fait, à part le CPE 2006, dont parlent tout le temps les syndicats, en effet, adoptés et puis retirés, mais sinon, toutes les réformes des retraites, les autres sont passées avec des mouvements sociaux néanmoins très importants. Donc, si demain, on a un vote du texte, ça va être très difficile pour les syndicats d'arriver à convaincre les Français de continuer à se mobiliser. Je vois plusieurs doigts se lever, mais je me tourne vers Mickaël Zemmour, qui ne levait pas encore la main. Mais je m'interrogeais juste sur le coût de ces mesures qui ont été annoncées, le coût de la réforme. Parce que l'idée, c'était de faire des économies. De dire, il y a de l'argent à chercher, on va le trouver grâce à cette réforme des retraites. Est-ce que le compte est bon, ou finalement les concessions qui ont été faites aux uns et aux autres font qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on demande des efforts pour rien? On demande des efforts très durs, concentrés sur très peu de monde, les personnes qui vont partir dans les 10 prochaines années, en gros les 55 ans et plus. Le compte, est-ce qu'il est bon? On ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la réforme, c'est qu'elle est mal documentée. C'était le cas du texte initial, et au fur et à mesure des tractations entre le gouvernement et les Républicains, on ne sait pas vraiment le montant de chacune des mesures. Pourquoi? Ce serait possible de le savoir. Ça serait possible de le savoir, mais les documents, et notamment les documents sur lesquels a discuté la commission mixte paritaire aujourd'hui, on les a pas, ils sont pas communiqués. Donc en fait, on a des déclarations de presse, parfois émanant du Sénat, parfois du gouvernement, mais on n'a pas le détail des chiffres. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a un peu moins d'économies qu'au départ, mais il y a toujours le gros des économies parce que l'essentiel de la réforme n'a pas bougé. Le critère d'âge est toujours là, la mesure, l'accélération du passage à 43 ans d'annuité est toujours là. Donc l'essentiel de la réforme est toujours là. Et sur les carrières longues, s'il y avait eu, si jamais l'amendement Pradié avait été suivi, en gros, ça aurait coûté beaucoup d'argent. Parce que d'ailleurs, Olivier Dussopt en faisait un argument. Il disait, on ne peut pas suivre Aurélien Pradié parce que ça fera un déficit trop important. Alors, les chiffres que j'ai lus dans la presse, c'est que si on avait limité à 43 ans pour toutes les carrières longues, ça coûtait 1,7 milliard. Et l'amendement qui a été passé aujourd'hui est à 300 millions, c'est-à-dire bien en dessous. C'est pour ça que s'il y a un accord, ça ne se fera pas tellement sur le fond, mais plutôt sur des enjeux politiques. Parce que sur le fond, les 43 ans n'ont pas été atteints par la CMP. On reste avec des situations différentes selon le début. Puis, je voudrais rebondir sur un point qui a été soulevé par le syndicaliste tout à l'heure, parce qu'il a parlé de la pénibilité. Et c'est vraiment un des enjeux à côté duquel on est complètement passé dans la réforme. Je regardais quelques chiffres. On a une étude du ministère du Travail, donc le ministère d'Olivier Dussopt, une étude de la DARES, qui dit que 37% des Français ne se voient pas continuer leur travail jusqu'à l'âge de la retraite. Et une des raisons de ça, c'est que le travail est dur, pas bien organisé, et la pénibilité est insuffisamment prise en compte. Le compte pénibilité dont on parle beaucoup, les personnes qui ont de la pénibilité, on va les décaler de 60 à 62 ans également dans le cadre de la réforme. Le nombre de départs, c'était de l'ordre de 10 000 personnes qui partaient au nom du compte pénibilité sur 800 000 départs en retraite chaque année. Il y a moins de 2% des Français qui chaque année gagnent 1 point de pénibilité. Donc en fait, aujourd'hui, c'est mal pris en compte, c'est moins bien pris en compte depuis qu'on a retiré des critères de pénibilité, et la réforme ne change rien à ça fondamentalement. Donc là aussi, il y a une occasion manquée importante de traiter un sujet important pour la retraite, mais aussi pour le travail. Et c'est contradictoire parce que on parle de ces salariés en première ligne qui travaillaient, qui étaient les seuls à travailler pendant le Covid, qui faisaient tourner le pays.
que Emmanuel Macron d'ailleurs s'était adressé à eux en disant qu'ils n'étaient pas assez reconnus et c'est eux aujourd'hui qui sont les principaux pénalisés. Oui, alors un exemple qui est donné, c'est notamment les travailleuses dans le secteur des services à la personne qui ont des métiers pénibles, à la fois parce qu'elles doivent déplacer des patients, parce que parfois elles sont employées à des tâches de nettoyage et dont la pénibilité n'est pas inclue dans ce compte de pénibilité qui n'est pas reconnu, alors même qu'on sait qu'elles ne peuvent pas souvent continuer leur travail jusqu'à la retraite. Donc on a une approche uniquement curative, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles montrent qu'elles sont en incapacité de travailler pour avoir le droit de s'arrêter, alors même qu'on pourrait prendre en compte cette pénibilité pour permettre par exemple des départs plus tôt. Ce sont forcément des questions qui vont revenir, notamment lors de la loi travail, qui sera discutée au printemps entre le gouvernement et les organisations syndicales, parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, un point mort finalement de cette réforme et qui aujourd'hui explique aussi pourquoi il y a un rapport au travail qui est très différent en France et qui prouve aussi que quand on discute avec les manifestants, ils nous disent tous « je ne me vois pas travailler encore 2 années de plus ». Donc vraiment, c'est ce rapport au travail qui n'a pas été pris en compte par le gouvernement et qui fera forcément l'objet d'une négociation lors de ce... C'est quand même là qu'on peut s'interroger. C'est quand même là qu'on peut s'interroger sur l'ordonnancement, l'agenda des réformes. C'est-à-dire que vous preniez... Ils ont mis la charrue avant les bœufs ou quoi, c'est-à-dire que vous preniez le travail des seniors, qui aurait pu devenir un enjeu national de débat, comment on fait pour que les seniors travaillent davantage, travaillent différemment, dans des meilleures conditions, et la pénibilité. Rappelons qu'on est quand même en France, dans un des pays qui a, par rapport aux pays comparables, les moins bons résultats en matière de santé au travail. Si vous prenez les accidents du travail, il y en a plutôt un peu plus en France qu'ailleurs. Si vous prenez la médecine du travail, elle est quand même dans un état assez mauvais. Si vous prenez tous les indicateurs de stress, de relations avec les supérieurs hiérarchiques, c'est moins bon en France qu'ailleurs. Donc c'était des sujets qu'on aurait pu traiter et traiter de façon positive. Et peut-être à la fin se dire, mais finalement, est-ce qu'on a besoin tant que ça de faire une réforme des retraites si on arrive de façon un peu plus positive et constructive à faire travailler davantage les seniors? On va regarder dans un instant. On va donner envie de on va regarder dans un instant le détail de l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Un mot, Anne-Charlène Bézina. Non, mais je voulais vous interroger sur la suite. C'est-à-dire, quels sont les autres recours? Si jamais la réforme est votée, quels seront les recours possibles pour empêcher la réforme d'être appliquée? Oui, alors justement, ça va avec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le débat est cristallisé aujourd'hui avec cette réforme des retraites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se cristalliser aussi au niveau du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un véhicule qui a été choisi, qui est le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Et c'est celui-là qui empêche de parler de pénibilité, de carrière longue, de choses plus larges, de l'amendement en faveur des femmes, etc. Pourquoi? Parce que tout cela ne concernera pas forcément l'équilibre financier 2023. Alors ça se peut, mais dans une mesure quand même relativement marginale. Donc en réalité, si le Conseil constitutionnel censure, ce qui est quand même largement attendu, beaucoup de choses, on peut même penser jusqu'à l'index senior à l'article 2, eh bien si ces mesures phares sont censurées, c'est pas anodin qu'on nous parle d'une deuxième loi. En réalité, c'est plutôt peut-être une session de rattrapage qui aura lieu pour aussi remettre au goût du jour tout ce qui a été censuré. Ça, il faut quand même y penser. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a non seulement ce recours au Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de députés qui ont fait savoir aujourd'hui qu'ils entendaient proposer une proposition de loi référendaire. Ça aussi, ça va être quand même très tendu, parce que cette proposition de loi qui arrive juste après un projet de loi, le Conseil constitutionnel dira peut-être que ça a un objet abrogatif immédiat, ce que l'article 11 de notre Constitution interdit. Donc, je ne suis pas sûre que cette proposition de loi puisse prospérer, au moins à son premier stade. Et puis, encore faut-il que le gouvernement y adhère plus ou moins, parce que cette proposition de loi peut tomber à l'eau si les assemblées discutent de ce texte en même temps. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont dites. Je pense qu'on aura plus confiance dans le recours au Conseil constitutionnel que dans le projet de loi de référendum. Pour ceux qui nous rejoignent à 21h25, Sonia Carneiro, aidez-nous à comprendre l'accord qui a été trouvé en commission mixte paritaire, s'il vous plaît. Alors, sans surprise, l'article 7, le fameux article 7 de cette réforme des retraites, a été adopté. Avec lui, un report de l'âge légal de départ à la retraite relevé progressivement de 62 à 64 ans au rythme de 3 mois par an à partir de septembre prochain, et ce jusqu'en 2030. Concernant les carrières longues, alors là, c'est l'un des points vraiment complexes de ce texte. Il y a eu des ajustements, des ajouts de bornes d'âge au dispositif déjà en place. Donc très concrètement, pour ceux qui nous regardent, regardez, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir 1 an plus tôt, c'est-à-dire à 63 ans. Ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir 2 ans plus tôt, soit à 62 ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite 4 ans plus tôt, c'est-à-dire à 60 ans. Et ceux qui ont démarré vraiment jeunes, avant 16 ans, pourront terminer leur carrière
6 ans plus tôt, c'est-à-dire à 58 ans. Maintenant, concernant la situation des mères de famille, il y aura une surcote de 5% pour les pensions de certaines femmes qui auront validé une carrière pleine, c'est-à-dire qui auront validé les 43 années de cotisation. Sinon, ça pourrait être moins que 5%. Et puis, la Commission a également dessiné un accord sur une expérimentation d'un CDI senior jusqu'en 2026. Le but étant d'encourager l'emploi des anciens. En contrepartie, bien sûr, l'entreprise serait exonérée de cotisations familiales sur les contrats des plus de 60 ans. Et il y aura des négociations sur ce point, évidemment, à venir avec les syndicats. Merci beaucoup, Sonia Carnero. Justement, vous parlez des syndicats. On va retrouver Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. On a vu aujourd'hui que la mobilisation était en baisse, le taux de grévistes également. Est-ce que la résignation l'emporte aujourd'hui ? Bonsoir. Non, je ne pense pas, parce que quand même si elle est en baisse, alors elle est en baisse par rapport au 7 mars, mais on était à la 8e journée aujourd'hui. Il y a eu donc une 7e journée qui était le 11 mars. Donc le 11 mars, on était là pour le coup à un niveau un peu plus bas qu'aujourd'hui. Ça veut dire que par rapport à samedi, on est à nouveau sur une hausse. Nous, on chiffre quand même à 1 700 000 pour la participation, 1 700 000 de manifestants et manifestantes. Ça reste quand même très important. Alors c'est vrai que c'est en baisse par rapport, comme je l'ai dit, au 7 mars, où là, c'était plus de 3 millions de personnes, ce qui était énorme. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont déjà mobilisées, eh bien, elles ne sont absolument pas résignées. D'ailleurs, une grande partie de ces personnes-là sont en grève. Vous avez vu qu'il y a des secteurs professionnels, et ça se voit d'ailleurs particulièrement dans les grandes villes, par exemple, je pense aux éboueurs, mais pas que. Il y a les raffineurs, il y a les dockers, il y a les électriciens, les gaziers, les cheminots. Il y a quand même un certain nombre de professions qui sont aussi en grève, voire parfois en grève reconductible. C'est-à-dire que chaque jour, ou au moins 2 jours, 3 jours par semaine, ils sont en grève. Donc la mobilisation, elle bat son plein quand même. Donc la résignation, je pense que c'est pas pour maintenant. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Alors, fonction publique d'État, par exemple, 3% ça dépend aujourd'hui contre 25% la semaine dernière. EDF, 22% contre 41%. Chez les cheminots aussi, ça baisse. C'est là, c'est devant vos yeux. Il y a de moins en moins de grévistes. Non, mais d'accord, mais OK. Il y a de moins en moins de grévistes, certes, mais ça c'est aujourd'hui. On verra ce qui se passe demain, hein, puisqu'il y a un appel aussi donc à mobilisation demain à des rassemblements. On verra aussi ce qui se passera en effet au niveau du Parlement. Mais moi je pense qu'on peut pas parler aujourd'hui de résignation. Oui, dans une mobilisation aussi longue, hein, parce que je rappelle qu'on est en mobilisation au moins sur cette thématique depuis le 19 janvier. Donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Eh bien, je pense qu'on est quand même encore à un niveau très élevé. Donc moi, je ne parlerai pas de résignation. Et d'ailleurs, on est toujours soutenu par une grande majorité de la population. Oui. Céline Verzelletti, si on essaye de se projeter sur la suite, on sait que demain, l'idée c'est de mettre la pression sur les députés. D'ailleurs, les leaders syndicaux vont se réunir devant l'Assemblée à 12h30. Est-ce que d'autres journées d'action, c'est envisageable aujourd'hui, même si le texte est voté demain, par exemple ? Ah ben oui, je pense. Vous savez, déjà, une loi adoptée n'est pas forcément une loi qui sera promulguée. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément une loi qui sera appliquée. On a déjà vu donc le phénomène avec le CPE, mais d'autres lois ont été votées et n'ont jamais été promulguées. Donc ça, c'est quand même la première chose. Ensuite, c'est pas parce que la loi elle est votée qu'elle devient une loi juste. Donc pour nous, elle reste une loi, si elle est votée, une loi injuste. Et nous continuerons à combattre l'injustice. Et c'est pas parce que la loi est votée que le peuple est muselé, en gros. Donc bien évidemment qu'on doit continuer le combat. Alors après, il faut voir comment, sous quelle forme, mais quoi qu'il en soit, elle reste injuste. Finalement, la mobilisation sociale n'est pas liée au calendrier parlementaire. D'ailleurs, quand on a commencé la mobilisation... Mais est-ce que vous allez décider d'agir différemment, Céline Verzelletti ? Selon qu'il y a utilisation, oui ou non, du 49.3, est-ce que les stratégies seront différentes ?
Alors, pour l'instant, ceux qui sont, par exemple, les salariés qui sont en grève, il y en a qui ont déjà voté la grève reconductible, déjà jusqu'à lundi. Donc ça, au niveau des secteurs professionnels en grève, ce sont les salariés qui se réunissent en assemblée générale et qui décident des modalités d'action. Ensuite, concernant les mobilisations interprofessionnelles nationales, là, il faut voir ce qui se passe en effet demain. Et il faudra voir aussi ce que l'intersyndicale va décider. Mais ça, en effet, les modalités, de toute manière, les modalités de mobilisation, elles vont se décider à différents niveaux. Mais ce que je veux dire, c'est que cette loi, elle reste particulièrement injuste. Et vous l'avez dit, je l'ai entendu sur le plateau, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas travailler plus de 2 ans de plus et qui ne peuvent pas d'ailleurs travailler 2 ans de plus. Donc, elle reste injuste et ça reste un problème pour une grande partie de la population. Et moi, je le redis, c'est pas parce que la loi est votée qu'elle va être appliquée. Donc, on l'a vu aussi, il y a une question, peut-être qu'il y aura donc un RIP qui va être déposé. Donc ça suspend aussi à un moment donné la promulgation de la loi. Donc ça laisse du temps aussi pour mobiliser. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en soit, nous, ce qui est sûr, c'est que pour nous, la bataille, elle n'est absolument pas terminée. Benjamin Duhamel. Madame Verzelletti, Laurent Berger dit que si la loi est votée sans 49.3, il faudra en prendre acte. Et on sait que la tradition démocratique de la CFDT veut qu'une fois qu'une loi est votée, eh bien, la mobilisation prend différentes formes, mais en tout cas, qu'elle respecte le vote des députés. Est-ce qu'il faut s'attendre donc demain soir à ce qu'au sein de l'intersyndicale, eh bien, il y ait des divisions, que la CGT ne soit pas sur la même ligne que la CFDT? Alors, sur cette question-là, on sait qu'on n'est pas sur la même ligne, parce que bon, en plus, quand vous dites, je sais pas comment vous avez dit, la tradition démocratique de la CFDT, comme si, en fait, le fait de ne pas, en tout cas de se mobiliser, même si une loi est votée, ça serait pas démocratique. Bon, je pense qu'on a aussi des traditions démocratiques à la CGT, et quelle que soit d'ailleurs l'organisation syndicale, c'est pas trop le sujet. Après, en effet, nous, c'est très clair, la CGT, on l'a fait déjà assez souvent. En effet, c'est pas parce que la loi va être votée qu'on va s'arrêter d'un coup et qu'on va se dire, bon, mais puisque la loi est votée, eh bien, elle deviendrait juste ou je ne sais quoi. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on a tous des divergences, ça a été dit tout au long de l'intersyndicale. Après, moi, je ne sais pas comment, justement, au niveau de l'intersyndicale, les décisions pourront être prises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, d'ores et déjà, ceux qui sont dans la lutte et qui sont en grève, les salariés, c'est eux qui, quand même, vont décider en Assemblée générale des modalités de la poursuite de la mobilisation. Céline Verzelletti, une des formes que prend cette contestation, c'est la grève des éboueurs. On sait que la préfecture de police de Paris, maintenant, se prépare à organiser un ramassage des poubelles, puisqu'elle a envoyé une lettre de mise en demeure à la mairie de Paris, qui a répondu par la négative. Les réquisitions vont bientôt avoir lieu. Est-ce que ça vous pose un problème ? Ah ben oui, bien sûr que les réquisitions nous posent un problème. Et là, pour le coup, quand on parle de démocratie, moi je pense que c'est un véritable déni de démocratie. J'estime que la grève, c'est véritablement un droit, d'ailleurs, qui est préservé par la Constitution. Et pour le coup, moi je trouve que c'est une atteinte au droit de grève. Et je trouve que c'est vraiment malvenu parce qu'on parlait de pénibilité, vous parliez de pénibilité tout à l'heure, mais franchement, les éboueurs ont un travail particulièrement pénible. On le sait, c'est chiffré, ils ont une espérance de vie bien moindre que la population en général. Donc leur demander de travailler 2 ans de plus, franchement, c'est pas sérieux. Et là, pour le coup, c'est violent parce que eux, ils vont arriver, ils arrivent déjà à l'âge de la retraite complètement cassés. C'est-à-dire, eux, c'est les privés d'un temps de retraite en bonne santé. Et ça, moi, je trouve que pour le coup, c'est en effet particulièrement violent. Donc je comprends parfaitement qu'ils mènent la bataille de la manière dont ils le font. Donc nous, travailleurs et travailleuses, on n'a pas 50 solutions pour batailler. C'est la manifestation, c'est la grève, ce sont les blocages. Donc si on nous prive en plus de ces moyens qui, je le dis, sont des droits, eh bien oui, c'est un véritable problème et on ne se laissera pas faire. De toute manière, à chaque fois qu'il y a des réquisitions, on les refuse. Elles ne sont pas justifiées. Justifiées. Merci beaucoup Céline Verzelletti, merci aussi à Gaëtan Malaquin. Concrètement, Merci. ça va se passer comment cette histoire de réquisition de personnel? On entendait la colère de Laurent Berger ce matin sur BFM TV qui disait mais est-ce que Gérald Darmanin va aller chercher un par un les éboueurs et les forcer? Il en faudrait 3000.
Il peut le faire, ça s'est déjà passé. Il y a même eu des militaires parfois qui ont été réquisitionnés pour venir à l'aide quand il y a eu des situations dans certaines villes de débordement des poubelles. Donc en fait, l'ordre à un moment donné est donné par le préfet et oui, on peut aller prendre, y compris chez eux, certains éboueurs ou alors il faut aller réquisitionner du personnel aussi, vous savez, dans les incinérateurs de déchets parce que c'est là que la situation est bloquée. Et ils ne peuvent pas dire la non. difficulté. Bah non, ils peuvent pas dire non, mais c'est que c'est très encadré au niveau de la justice administrative peut casser des arrêtés de réquisition. Et en fait, il y a vraiment des critères de salubrité, de sécurité publique, etc., qui doivent être respectés. C'est pour ça que le gouvernement a attendu jusqu'au bout. Mais tout ça est quand même un jeu assez clownesque entre la mairie de Paris et la préfecture, parce que le gouvernement fait semblant de dire que Anne Hidalgo pourrait faire des réquisitions. Elle ne peut pas. Elle peut demander. Et ça, elle ne souhaite pas le faire. Elle peut demander au préfet, mais c'est uniquement le préfet qui, à la fin, a la main et qui peut vraiment décider de réquisition. Et pour finir sur ce thème, la mairie de Paris, elle, fait... on sait qu'il y a certains privés qui viennent la nuit, certains camions pour essayer de décharger un petit peu les endroits vraiment trop sales. On a montré les images hier. Voilà, mais ça se fait la nuit, ça se fait discrètement. Oui. Et c'est très hypocrite de la part de la mairie de Paris qui publiquement dit qu'elle ne veut pas casser la grève et qui en fait fait appel discrètement quand c'est nécessaire et uniquement dans certains quartiers à des sociétés privées. Gaëtane. Alors, il y a le ramassage des poubelles, mais il y a aussi la question des incinérateurs, puisque aujourd'hui, il y a une grande majorité des incinérateurs qui sont en grève, avec des barrages devant les incinérateurs. Donc, il va falloir lever ces barrages pour permettre la destruction de tous ces déchets récoltés. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des réquisitions, il y a d'abord la justice administrative qui doit se prononcer. Pas d'abord, mais après, et il y a une grande question, c'est celle de l'ordre public. Qui peut empêcher, la justice peut empêcher les réquisitions ordonnées par... oui, s'il y a des recours, mais il faut quand même bien le dire, c'est-à-dire que là, toute grève, évidemment, c'est un droit constitutionnel, on l'a dit, c'est une liberté. Mais ici, on est quand même dans une question qui est très importante, qui est celle de l'ordre public, et qui est en fait celle de la salubrité de la ville, la salubrité, la sécurité, et qui sont des missions qui sont celles du maire. Donc non, elle n'aurait pas pu réquisitionner, mais en effet, sur ces motifs, elle aurait quand même pu prendre des mesures urgentes. Et en plus, le préfet est complètement dans son rôle. Donc, la justice administrative, ici, sera dans son bilan de proportionnalité assez favorable à la mesure à partir du moment où, de toute façon, c'est pas tant un blocage du droit de grève, c'est juste une priorité qui va être donnée à des considérations d'ordre public. Donc, on a ici quelque chose qui est complètement la mission préfectorale, qui est celle de la sécurité de la ville, et que seul lui pouvait actionner. Je rappelle quand même que la réquisition, c'est une mesure qui est exceptionnelle, mais qui concilie quand même le droit de grève avec la continuité du service public. Donc, ça ne se passe pas sur la volonté des personnes. Bien au contraire, c'est quelque chose d'autoritaire, mais nécessaire. On a une info du Hamel, je crois. Oui, la réunion à l'Élysée vient de se terminer, donc elle aura duré à peu près 1 heure. Voilà, ils sont arrivés, on a vu le cortège, Anthony Lebos nous l'avait montré. C'était sans doute le cortège de la Première ministre vers 20h30. Donc, il était même 33, si vous voulez. Voilà, donc ça veut dire 1h05, si on veut être très précis. Voilà, la réunion qui s'est terminée. On attend maintenant donc éventuellement le contenu de cette réunion. On rappelle que l'objet autour de la Première ministre, du ministre du Travail Olivier Dussopt, du ministre chargé des relations avec le Parlement Franck Riester et du président de la République, évidemment à l'Élysée, était de regarder les voix. Ce n'est pas une réunion conclusive. Ce n'est pas aujourd'hui à 21h39 qu'on sait si ou non le 49.3 sera utilisé. Vraiment pour le coup, parce qu'on voit bien à quel point les choses sont mouvantes. Vous voulez dire qu'il va y avoir des coups de fil dans la nuit la nuit, demain matin. Et vous savez, pour utiliser un 49.3, il faut qu'il y ait une délibération en Conseil des ministres, mais ce Conseil des ministres, il peut être convoqué jusqu'à quelques heures avant le vote. C'est-à-dire vous pouvez avoir à midi, 13h, un Conseil des ministres qui est convoqué en urgence, qui dure 15 minutes, tout simplement, on délibère du 49.3 pour pouvoir l'utiliser à 15h. Donc tout ça va continuer à être regardé de très près, pour la bonne et simple raison que cela bouge. Et on en parlait encore tout à l'heure, du côté des Républicains, les quelques témoignages que l'on peut avoir à la suite de la réunion de groupe des députés à l'Assemblée nationale montrent que certaines voix contre sont en train de se transformer en abstention, certaines abstentions sont en train de se transformer en vote pour, qu'il y a un petit peu d'agacement autour d'Aurélien Pradié et de ses prises de parole, vous savez, une sorte de partisan des lignes rouges à roulette. C'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge, une fois qu'on s'approche de cette ligne rouge, on est susceptible d'en trouver une autre, même si c'est vrai que sur les 43 annuités, pour le coup, on peut lui reconnaître le fait que ce qui est ressorti de la commission mixte paritaire ne correspond pas à ce qu'il demandait initialement. Mais voilà, les choses sont très mouvantes. Donc, ce que me dit à l'instant quelqu'un qui est visiblement bien informé autour de cette réunion, c'est que
il continue à regarder précisément les voix parce que les choses sont en train de bouger. Et vous nous direz si votre compteur BFM TV s'affole ou pas, Benjamin Diamel. Sans aucun problème. Tant que la réunion est terminée, c'est sûr que ça va bouger. Bonsoir, bonsoir Anthony Lebos. On a suivi cette réunion avec vous. Elle est maintenant terminée. C'est vrai qu'elle était ô combien importante. Oui, elle était ô combien importante et c'est vrai que Benjamin Duhamel l'a rappelé. L'objectif de cette réunion, c'est d'éviter de passer en force sur cette réforme des retraites, réforme clé du second quinquennat d'Emmanuel Macron, d'autant que les oppositions, depuis plusieurs jours maintenant, accusent déjà le gouvernement de naufrage démocratique. Je cite un député communiste en ayant utilisé plusieurs outils parlementaires, soit pour limiter le temps des débats, soit pour accélérer les discussions. Donc c'est vrai que l'objet de cette réunion ce soir ici autour du chef de l'État à l'Élysée, c'est d'éviter l'utilisation de cet article 49.3. Donc c'est vrai qu'ils ont pu peut-être calculer voix par voix, député par député, qui votera cette réforme. Et c'est vrai, Aurélie, que ces derniers jours, ces dernières heures, les déclarations des responsables de la majorité ont beaucoup tourné autour de l'argument de la responsabilité. Hier, par exemple, lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne, la première ministre, dans une forme d'anaphore, a dit ceci: une majorité existe. Un petit peu plus tôt dans la semaine, le président de la République a appelé aussi les oppositions qui pourraient voter la réforme à la responsabilité. Donc d'un côté, vous avez les appels à la responsabilité aux oppositions, surtout les Républicains qui feraient pencher la balance, et puis aussi un appel à rentrer dans les rangs, et ça sans ménagement, puisque je vous le rappelle, la semaine dernière, le groupe Renaissance, qui est le camp présidentiel à l'Assemblée nationale, a acté lors d'un bureau que tout député de son groupe qui voterait contre cette réforme ou s'abstiendrait serait tout bonnement exclu du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Voilà, donc on suivra évidemment le vote demain à l'Assemblée nationale. Demain après-midi, on dit souvent, Aurélie, que les journées sont décisives. Sans doute que celle de demain sera la plus décisive de toutes. On va vous raconter les coulisses dans un instant de ces tractations. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Julien Taureau. On va d'abord retrouver Mathilde Panot. Bonsoir, vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes au meeting de Jean-Luc Mélenchon qui s'est tenu tout à l'heure. Vous faites partie de la CMP qui a trouvé un compromis aujourd'hui. Diriez-vous que la nouvelle mouture du texte est mieux que la précédente ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, sur les pseudo-avancées de cette commission mixte paritaire, on nous parle des 43 annuités pour les carrières longues. En fait, ça reste 43 annuités pour certains et 44 pour d'autres, donc ce qui était reproché notamment par certains des Républicains. Donc les LR se sont en quelque sorte fait enfariner par les macronistes sur cette question. En tout cas, il est évident que vu ceux qui siégeaient à la CMP, notamment Monsieur Marlex, ils avaient ceux qui étaient d'accord avec la réforme. Et donc, si M. Marlex a décidé d'être le ministre des retraites de Macron, grand bien lui fasse. Mais demain, la question qui sera posée à chacun des parlementaires, personnellement et individuellement, c'est de savoir pourquoi ils ont été élus. Est-ce qu'ils ont été élus pour défendre l'intérêt général ou est-ce qu'ils ont été élus pour défendre l'ego d'un seul homme contre tout un peuple ? Il y a plusieurs options pour contrer la réforme, motion de rejet, motion de censure ou encore le référendum d'initiative partagée qui permet de bloquer 9 mois la mise en œuvre d'une réforme. Quel serait le plus efficace selon vous ? Eh bien, si on commençait par voter la motion de rejet demain, ça serait évidemment le plus rapide. Mais sinon, nous utiliserons tous les moyens que nous avons à disposition. Vous avez aussi, dans la liste que vous avez évoquée, le recours au Conseil constitutionnel que nous ferons en commun, évidemment, avec la NUPES et peut-être d'autres. Et évidemment, une motion de censure dans tous les cas. On ne peut pas avoir un président de la République qui fait fi de tous les fondements de la démocratie et qui décide de passer en force tout le temps sans qu'il ne se passe rien. Des millions de personnes manifestent depuis des semaines, des gens font grève depuis plusieurs jours et il ne peut pas piétiner à la fois le Parlement, piétiner la démocratie sociale de notre pays et croire que tout va passer comme cela. Donc la bataille est loin d'être finie. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été avec nous. Je remercie Jean-Baptiste Margotta. Cette interview est très courte parce qu'on doit respecter les temps de parole. J'aurais évidemment aimé vous poser d'autres questions. Mais je voulais qu'on parle des coulisses, Amandine. Ce qui se passe en ce moment. Anthony nous le disait très bien, les députés de la... Attention. Ça y est, je suis partie sur un lapsus. Les députés de la majorité sont directement menacés, ceux qui ne veulent pas voter la réforme des retraites. On leur dit, si tu ne votes pas, tu seras exclu. Oui, Aurore Berger, la patronne du groupe Renaissance, a été très claire et il y a quand même une forme de logique. Il est vrai, c'est un texte majeur pour ce quinquennat. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, donc on peut comprendre que ce soit une forme de consigne de vote au sein de ce parti. Et donc, pour l'instant, aux dernières nouvelles, il y avait au sein de la majorité un vote contre, M. Favnec, et
plusieurs abstentions, mais des abstentions qui ce soir seraient peut-être en train de basculer en des votes pour. Par exemple, l'ancienne ministre Barbara Pompili, qui est au sein du parti présidentiel Renaissance, pourrait finalement voter pour, elle qui devait s'abstenir ces derniers jours. Tout ça pour dire, vous voyez, que ce soir est vraiment en train de se jouer quelque chose dans des négociations au cas par cas presque, sur les derniers hésitants et puis sur ces frondeurs de droite dont on a tant et tant parlé ces derniers jours, qui ont fait leur propre réunion de groupe ce soir, les Républicains, et ça bouge en interne, là aussi, semble-t-il, c'est ce qu'expliquait Benjamin, même s'il n'y a pas eu aujourd'hui, précisément, dans la commission mixte paritaire, de nouvelles concessions majeures. Pour autant, certains estiment qu'ils ont quand même été servis sur une partie de leur demande principale, le CDI senior ou les carrières longues. Et puis surtout, il y a cette nécessité d'une forme de logique pour la droite. Elle a défendu pendant des années et des années la retraite à 65 ans même, disait Valérie Pécresse ou François Fillon. Et donc, ils sont quand même nombreux à penser... mis maintenant face au fait accompli du vote demain, qu'ils se mettraient une balle dans le pied ou qu'ils se ridiculiseraient à ne pas voter une réforme qu'ils ont demandée pendant des décennies. Vous la soutenez, cette réforme, Emmanuel ? Non, je vous le demande, parce qu'il y a eu des aménagements. Voilà une drôle de question. Non, mais sur les plateaux, souvent, vous étiez celui qui était le moins contre, si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'après les aménagements qui étaient apportés aujourd'hui, vous dites qu'elle est quand même mieux qu'au début ? Non, mais la réalité, c'est que c'est une réforme d'ampleur extrêmement limitée. C'est une réforme qui n'a pas de souffle, en fait. C'est une réforme qui joue sur quelques paramètres, qui ne s'est pas posé la question des pistes alternatives qu'il pouvait y avoir pour éventuellement trouver des modes de financement. La réalité, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de situations qui sont améliorées, mais qui, encore une fois, sont améliorées à la marge. Oui, les gens qui ont des carrières hachées, effectivement, c'est une réforme qui est finalement assez positive pour eux. Voilà. Vous dites qu'il y a des gagnants à cette réforme quand même. Des gagnants, il y a des gagnants, oui, il y a des gagnants. Il y a des gens pour qui ça ne va rien changer concrètement. Et c'est là où je disais, il faut regarder la situation réelle des gens. Si vous prenez par exemple tous les gens qui ont commencé à travailler tard, ils partent déjà après 64 ans. On parlait des Français qui ont les carrières les plus chaotiques. Eux, déjà, compte tenu de ces carrières chaotiques, sont obligés déjà d'aller à 64 ans. Il y a exactement la même nombre, encore plus tard, non ? Exactement, il y a la même proportion de gens qui vont partir plus tôt grâce au dispositif carrière longue. Donc, c'est une petite réforme. Demain, mais plus Mickaël tard qu'aujourd'hui. Pardon, je vous ai interrompu, Emmanuel. Mais sur les améliorations, en fait, elles sont extrêmement mineures par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que les seules personnes qui gagnent un peu, c'est les personnes qui sont concernées par les relèvements des minima de pension. C'est quelques dizaines d'euros, donc c'est une revalorisation, mais pas d'ampleur. Sur le reste, en fait, tout le monde perd, mais par contre, perd de manière différente. Il y a des personnes qui sont épargnées. Par exemple, les personnes en invalidité ne vont pas décaler leur départ. Par contre, elles peuvent perdre en montant. Parce qu'il y a une mesure qui va toucher tout le monde, en fait. C'est, en tout cas, toutes les générations proches de la retraite, c'est le passage à 43 annuités. Et le passage de 42 à 43 annuités de manière accélérée, soit vous décalez votre départ, soit vous touchez moins. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de gagnant à la réforme, à part ceux qui gagnent quelques dizaines d'euros. Par contre, des perdants, il y a quand même beaucoup de gens pour qui ça ne change rien. Prenez par exemple les cheminots. Les cheminots, bon... c'est la clause du grand-père sur le statut, mais ils vont devoir eux aussi travailler progressivement 2 ans de plus, sauf que c'est déjà la réalité. C'est-à-dire qu'un cheminot roulant, en réalité, c'est 52 ans, mais déjà pour avoir ses trimestres, il part à 54 ans. Emmanuel, vous avez oublié un tiers de la réforme. Alors, il faut distinguer les générations, mais pour les personnes nées avant 1974, il y a un tiers des économies qui sont faites par le passage accéléré à 43 annuités. Et ça va toucher les personnes qui sont nées en 1965 ou 1966. On leur demande 3 trimestres supplémentaires. Et ça concerne aussi les personnes qui avaient prévu de partir plus tard. Parmi les personnes qui avaient prévu de partir plus tard aussi, il y a les gens qui vont y perdre leur surcote, c'est-à-dire qui avaient prévu d'aller au-delà de l'âge légal, qui vont perdre de l'argent. Et puis, il y a aussi des personnes qui avaient choisi de partir plus tôt, quitte à avoir une pénalité, une décote. Ces personnes-là, dans certains cas, elles ne pourront pas partir. Et dans d'autres cas, elles pourront partir, mais avec une décote plus importante du fait de ce passage aux 43 annuités. Donc vraiment, effectivement, les impacts ne sont pas les mêmes selon que vous avez commencé à travailler tôt ou tard, selon que vous êtes une femme avec enfant ou pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a quelques gagnants sur quelques dizaines d'euros, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de vraie avancée dans la réforme. C'est-à-dire que, grosso modo, on joue quand même sur beaucoup de paramètres pour quelques
mois de cotisation en plus, Tout ou ça pour ça. quelques dizaines d'euros. Juste, je vous donne juste un chiffre. Sur les femmes, la mesure là qui a été annoncée aujourd'hui sur la surcote, on nous parle de 5%, etc. Quand on parle comme ça, c'est incompréhensible. Juste, une femme qui gagne à la retraite aujourd'hui 2000 euros, on parle de 15 à 60 euros de plus par mois. Voilà. Ce qui pour certains peut être énorme. Oui, si, d'accord, mais c'est quand même 15 Emmanuel à 60 dit que ça aurait euros pu par être plus. mois. Gaëtan, oui. Non, mais ça paraît une avancée spectaculaire. C'est pas une avancée En tout spectaculaire. cas, une chose est certaine, c'est que cette réforme, elle va laisser des traces. Et des traces qui vont finalement coller au président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Et pour les prochaines négociations qui auront lieu entre le gouvernement et les organisations syndicales, ce sera beaucoup plus compliqué. Par cette réforme, le président de la République a vraiment montré qu'il méprisait les corps intermédiaires. Et même si, à la fin de son premier mandat, souvenez-vous, il avait dit « je ne les ai pas consultés lors de mon premier mandat, mais je vais changer les choses lors du deuxième mandat ». Bref. La nouvelle méthode. Effectivement, Ne ça croyez risque d'être jamais un peu les gens compliqué. qui vous disent qu'ils vont changer. Oui, oui, c'est vrai, j'ai changé, c'est facile. Benjamin, une autre info du Hamel. Une information, disons un état d'esprit à l'issue de, il faut rester modeste, à l'issue de cette réunion. Elle n'est pas conclusive. Pardon, c'est une information qui en est une. C'est-à-dire que à l'issue, le président n'a pas décidé. voilà, oui ou c'est-à-dire non qu'à l'issue de cette réunion, la 49.3. décision n'a pas été prise d'utiliser ou non le 49.3. Simplement, l'état d'esprit est à peu près le même qu'avant la réunion, c'est-à-dire qu'après le comptage. Ce que nous dit une source gouvernementale, c'est que le président de la République, l'exécutif, sont plutôt toujours déterminés à trouver les voies et moyens pour ne pas utiliser le 49.3. Ça ne veut pas dire que cette réunion a servi à rien. Non, pas du tout. Ça veut donc dire que, comment dire, une forme d'optimisme qui existait avant la réunion est plutôt là. Très rapidement, on a conscience au sein de l'exécutif que ce qui compte, c'est du côté des Républicains parce qu'on est plutôt rassuré dans la majorité. Vous savez, certains disaient risque d'opposition, d'abstention. Là, on voit bien, j'allais dire Barbara, Amandine parlait il y a quelques instants de Barbara Pompili. Ah oui. Voilà, on me disait à l'instant que, par exemple, dans la majorité, on disait Vous avez dit très rapidement, il y a 3 minutes. Hein. trois abstentions maximum. Donc, voilà, ils continuent à chercher les voies et moyens pour trouver cette majorité. Charlène, en quelques secondes, c'est vrai que le 49.3, il a été utilisé. Ce sera la 100e fois s'il est utilisé. Ah, puis ça sera un bon nombre de fois pour le gouvernement Elisabeth Borne aussi, qu'il a utilisé 10 fois sur le projet de loi de finances, une bonne 5 ou 6e fois sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bon, avec une majorité relative, c'est pas complètement impossible, mais voilà, c'est un outil très impopulaire et d'où l'idée de l'éviter. Et demain, journée spéciale, vous l'avez vu, avec Barbara Talaya et Damien Gourlet en direct de l'Assemblée. Dans un instant, Maxime Switek. Très bonne soirée, à demain 20h30.